Bonsoir, chers téléspectateurs de Code 243, une émission avec mes chers collègues Michael à partir de Londres. Bonsoir Michael. Bonsoir Abraham. Freddy, que je vous présente plus, avec nous du côté des États-Unis. Bonsoir Freddy. Bonsoir Abraham. Bonsoir Michael. Bonsoir Freddy. Plusieurs sujets d'actualité. Le premier, dialogue, pas dialogue, la diaspora est en feu. Au Congo, il y a des tractations. Les amis, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Michael. Oui, c'est toujours la même. Vous voyez que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre de salive partout, ça divise partout. Dans la diaspora, au Congo même, cette question de dialogue est une question trop envenimée. Je dirais que si Kabila sortait et disait, voilà, nous allons dialoguer dans le respect de la Constitution et je ne serai pas candidat, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Le problème, c'est ces flous qui existent par rapport aux intentions de la majorité présidentielle en ce qui concerne les dialogues. Et lorsque vous avez des personnes comme Kiki Moulomba qui sortent, qui disent non, nous voulons ce dialogue pour réviser la Constitution, non seulement réviser la Constitution, mais on va aussi changer les modes de scrutin, c'est-à-dire le peuple congolais n'aura plus le droit de voter pour le président de la République directement. Le président sera élu par les députés et les sénateurs. Vous voyez déjà que c'est plus ce genre de choses, c'est comme de l'huile dans le feu. Et ça suscite beaucoup de réactions et ça pousse les gens encore à être davantage contre ce dialogue parce que c'est un dialogue mal défini. Et je ne dis pas que l'UDPS certes a ses projets, a sa feuille de route qui est bien claire. Le problème n'est pas au niveau de l'UDPS. Les problèmes que nous avons, c'est au niveau de la majorité présidentielle, des déclarations qui multiplient des déclarations qui vont dans le sens, qui violent la Constitution, qui vont dans le sens d'animer encore, dans le sens de créer de la confusion et peut-être pousser les pays vers les chaos. Et oui, et d'ailleurs, écoutez, moi je pense que, on parle de dialogue. Je vois dans la communauté, comme a dit Michael, que ce soit la diaspora ou tout ça, il y a même un débat sur le terme. On parle de dialogue, non le dialogue convoqué par Kabila, certains disent que ce n'est pas le même dialogue que convoqué par l'UDPS, mais un dialogue, c'est une conversation. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, si vous voulez aller dialoguer avec, c'est là que je ne comprends pas l'UDPS, dialoguer avec Kabila, c'est-à-dire aller recevoir et donner, faire des compromis. Parce que c'est ça le dialogue. Parce que j'ai lu certains dire, voilà, non, il y a une feuille de route de l'UDPS. C'est vrai, l'UDPS a sa feuille de route. Mais le pouvoir aussi a sa feuille de route. Ils vont s'asseoir, échanger. Alors, si vous allez pour imposer votre feuille de route, ce n'est pas un dialogue. Si vous allez pour un dialogue, vous allez faire des compromis, ça sera le donner et le recevoir. Or, nous avons un pouvoir, des concessions, mais nous avons un pouvoir qui doit absolument partir en 2016. Quelle concession vous allez accorder à ce pouvoir? Ça devient de la trahison. Parce que ce pouvoir doit partir, il n'y a pas de concession. À mon humble avis, pas de dialogue avec ce pouvoir. Oui, mes chers amis, pas de dialogue avec ce pouvoir. Nous sommes le 21 août. Les premières élections prévues sont programmées pour le mois d'octobre. Nous avons 5-6 millions de jeunes qui ne sont pas encore enrôlés. Dites-moi comment on solutionne ça? Parce qu'à première vue... La solution, elle est simple. Non, j'arrive, je vais te laisser parler. J'ai vu la dynamique de l'opposition avec nos amis conduits par Vital Kamere, Martin Fayoulou et autres, Jean-Claude Wemba, dire qu'ils exigent en fait l'enrôlement des jeunes. Bon, cet enrôlement n'est pas fait. On a essayé de voir le fichier électoral. Le fichier pose problème. Dites-nous, mes chers amis, à ce stade-ci, alors que nous savons que du côté du pouvoir, il y a une volonté manifeste de freiner la machine. Hein. On ne sait même pas s'il y a de l'argent, les kits sont arrivés, tout ça. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'à un certain moment, et comme vous l'avez dit, tout ceci est conduit pour un embrasement qui va nous pousser en tant que responsables à nous asseoir. Soit on brûle le pays, soit on s'assied pour sauver ce qu'il y aura à sauver. Je dis bien que... Si on a la situation, Abraham, s'il y a la situation... Michael,
C'était écoutez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était à prévoir. Qui ne savait pas qu'en 2016, Kabila n'allait pas accepter de partir? Il faut être vraiment, je sais pas, un ignorant au cube pour aujourd'hui être étonné de voir que Kabila ne veut pas partir. C'était à prévoir. Donc ceux qui veulent diriger le pays, ceux qui veulent gouverner la RDC, comme gouverner c'est prévoir, ils devaient déjà, avec leur cabinet, leurs conseillers, prévoir ce qui arrive maintenant. Et non pas se comporter comme si tout se passait bien et aujourd'hui se retrouver bloqué à cause des ambitions du pouvoir. Ça c'est vraiment de la naïveté et je pense même qu'ils l'ont fait exprès. Et là, c'est très dangereux pour le pays. Ceux qui veulent gouverner... Je voudrais ajouter en disant ceci. Je voudrais ajouter en disant ceci. Oui, vas-y. Pourquoi il n'y a pas eu enrôlement? Oui. C'est le pouvoir, à cause du pouvoir. Ils ont voté une loi, ils ont créé deux régimes, ils ont dit les élections locales, provinciales, ce sont des aérés de 2011, alors on va aller avec les fichiers électoraux de 2011. C'est le pouvoir. Pourquoi il n'y a pas d'argent? C'est encore le pouvoir. Quel est l'argent que l'opposition va donner au pouvoir? Il n'y a rien. On va dialoguer sur des problèmes qui ne peuvent être résolus que par les gens qui sont au pouvoir. C'est question de volonté. S'ils ne veulent pas organiser des élections, ils ne vont pas le faire. Ce n'est pas l'opposition qui va se substituer au pouvoir, aux gens au pouvoir. C'est Kabila qui gère, c'est eux qui prévoient. Gouverner, c'est prévoir. Ici, on voit une intention manifeste de créer des blocages. On a vu cela avec les découpages. On le voit maintenant avec cette situation des élections les provinciales, l'élection locale. Des choses, c'est fait expressement. On va aller dialoguer avec des gens qui ont cette intention-là de bloquer les choses. On dialogue avec des gens de bonne foi, pas des gens qui préparent les chaos. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc on ne va pas jouer aux pompiers pyromanes, on allume le feu et demain on dit venez ensemble, nous allons éteindre le feu. Ça ne marche pas de la sorte. Et si on veut parler de quelle est la solution, l'opposition a déjà fait des propositions qui nécessitent même plus de dialogue, mais surtout l'application. Ils ont proposé que les élections locales soient reportées à 2017. Qu'on se focalise sur les élections provinciales, c'est faisable, et élections présidentielles et législatives en 2016. C'est encore faisable, mais c'est le pouvoir qui refuse ces propositions, qui dit non, nous devons commencer par la base, c'est-à-dire les élections locales, malgré qu'il n'y a pas d'argent, malgré qu'il faut maintenant plus de 3000 bureaux de vote. Imaginez. Pardon? Voilà l'intention, voilà pourquoi je parle d'intention, Abraham. On est dans des gens mal intentionnés dans cette... Ils achètent des avions, ils construisent des buildings intelligents. Je voudrais intervenir simplement pour dire ceci. Il y a aussi, prenons toutes les responsabilités. Là, je vous rejoins, chers amis. Et j'aime bien la chaleur qu'il y a ce soir dans les studios. N'oublions pas aussi que cette opposition, malgré qu'elle est minoritaire dans les parlements, elle a eu à signer ou à participer aux discussions budgétaires des différentes années. Les questions importantes, c'est de poser, mais écoutez, les différents ministres sont venus... exposé, et le Premier ministre est venu exposer son plan. L'opposition, je ne sais pas si elle a été signataire ou elle a également avalisé tous les budgets qui nous ont été proposés. Pourquoi n'y a-t-il pas eu, pendant également toutes ces années, un certain contrôle? Un certain contrôle Abraham, au niveau... Excuse-moi, ils sont minoritaires. Non, je termine. Ils ne peuvent rien faire. Excuse-moi. Un certain contrôle au niveau de l'exécution de ces budgets. Hein? C'est vrai qu'un document est sorti cette année, mais également un certain contrôle au niveau de la CENI. Mes chers amis, ici je parle de responsabilité. C'est vrai qu'on a un doigt accusateur sur le pouvoir, je ne le défends pas aujourd'hui, mais j'aimerais voir les responsabilités de part et d'autre. N'avons-nous pas au sein de cette CENI certains messieurs qui sont sortis des partis politiques? Il y a des responsables de l'UDPS, du MLC, qui sont dans cette CENI. Pourquoi ces messieurs qui appartiennent à des partis politiques, lorsqu'ils arrivent dans une institution qui génère beaucoup d'argent, tiens, comme par hasard, ils perdent leur vision ou bien leur appartenance politique pour se muer dans une sorte de léthargie qui conduit ceci. C'est aussi un problème de responsabilité. Parce qu'on le veuille ou non, vous défendrez cela, on défendra cela différemment. Aujourd'hui, certaines personnes demandent que l'on refonde le cabinet de la CENI. Mais pour y mettre qui encore?
et ils auraient dû en parler il y a 5-6 ans pour refonder ce cabinet, pas aujourd'hui. Ils auraient dû Abraham. Oui. En fait, En 2006. Écoutez, ce qu'Abraham dit. En 2006. Oui. Ce qu'Abraham dit, c'est vrai. Ces représentants des partis politiques qui sont dans la CENI auraient dû tirer déjà la sonnette d'alarme depuis longtemps. Ils étaient là parce qu'ils sont payés gracieusement, ils reçoivent leur gros salaire tous les mois, ils sont tous devenus joufflus, et ils ont oublié que la machine CENI ne fonctionnait pas. Et en même temps, les partis politiques d'opposition... Je crois Abraham l'a dit, Freddy, une fois qu'ils sont entrés dans la CENI, ils ont dit on n'est plus de l'opposition. Ils les disent même nous sommes indépendants. Voilà les problèmes. C'est un problème d'homme. On peut pas blâmer l'opposition pour cela, mais c'est la classe politique congolaise. Vous voyez, on a choisi des gens, normalement, si ces gens faisaient le travail, représenter l'opposition, il n'y aurait même plus besoin de dialogue qu'on parle. Le dialogue allait se faire au sein de la CENI. Ils allaient trouver ces consensus au sein de la CENI. Mais comme nous le voyons, à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, il va à la CENI et il oublie les partis qu'il a envoyés, il prend l'argent et il fait ce que le pouvoir le demande de faire. Est-ce qu'on peut changer la CENI comme on l'a fait? On l'a fait pour 2006. Nous avions Mano Malo en 2006. Avec les autres, on les a chassés, on a dit ils n'étaient pas neutres, on va refaire une nouvelle CENI. On en a refait une autre avec Moïse Mulunda, les familles Moïse Mulunda. Et vous savez les résultats que nous avons eus. On s'est dit voilà, nous allons refaire encore. Nous sommes à la 3e réforme de la CENI. Cette fois-ci, nous allons ils ont remis Mano Malo avec quelques gens de l'opposition. Arrivés là-bas, ces gens ne parlent plus au nom de l'opposition. Ils sont là, ils font ce que le pouvoir... C'est regrettable, Abraham, c'est regrettable. Comme vous le dites, les amis, c'est regrettable. Est-ce que ceci ne nous amène pas vers un glissement et de surcroît un 3e terme? Dites-moi, mes amis, est-ce que Kabila n'est-il pas en train de très bien jouer? Il a bloqué à gauche, à droite, et on se rend compte que il y a plusieurs actions, il y a des messages qu'on nous envoie, certains clairs, certains décodés. Un jour c'est Kabila Désir, un autre jour c'est Yves Kissombé, tout récemment Némoana Semi. Dites-moi, les amis, est-ce que on risque d'assister comme cela à un patinage glissement qui va remettre tout le monde dans la rue? Dites-moi, est-ce que Kabila n'est-il pas en train de tirer les ficelles comme sur des marionnettes? Il tire la ficelle 1, la ficelle 2, la ficelle 3. Lorsqu'on bouge, on veut s'occuper de la première ficelle et la 3e, et ceci fait que l'opposition est perdue, et même le peuple. Déjà, la diaspora est en guerre contre une icône tous les jours. Dites-moi, les amis, Kabila ne risque-t-il pas de nous faire le coup de Kourouzizé? Nous glissons déjà, Abraham. Vous l'avez soulevé tantôt que les élections, c'est en octobre. Les élections sont des élections couplées. La CENI va devoir publier un nouveau calendrier parce qu'on n'est pas prêt pour les locales. On a eu cet enregistrement des candidats pour la provinciale, mais pas pour les locales. Il va soit devoir découpler ou le postposer. Donc nous glissons déjà, il y a déjà un retard de plus de 4 mois. Maintenant, il faut avoir le courage de dire, comme nous sommes en retard, allons à l'essentiel. C'est là où se posent des problèmes. Allons à l'essentiel, pour la communauté internationale, pour l'opposition, c'est élection présidentielle et législative. Et on peut peut-être y associer le provincial comme on avait fait en 2006. On a organisé législatif, présidentiel, provincial en un seul jour. Donc on a fait tous les 3. Et on peut le refaire encore. C'est faisable, mais c'est question de volonté. Et on va nous mettre devant un fait accompli. Il sera maintenant techniquement impossible d'organiser des élections dans les délais. Parce que le temps, vous savez, le temps n'appartient à personne. Le temps coule, le temps nous est compté. Et nous glissons déjà, Abraham, et nous allons vers la Kourouzizé, et on sera devant ces blocages, et on va vous dire la seule solution pour s'en sortir, c'est les dialogues. Mais ce que moi je déplore, c'est que c'est une situation qui est faite expressément, délibérément. C'est les pompiers pyromanes, on met le feu avec comme objectif de contraindre les gens à dialoguer, et dialoguer encore pour de Kabila Désir. Je sais pas. Là, c'est encore grave. En fait, Abraham, je crois que on en avait, avant de parler de glissement, je crois que depuis l'année passée,
nous parlons déjà de l'attitude du pouvoir en place. C'était à prévoir qu'ils allaient tout faire pour rester au pouvoir. Et malheureusement, nous avons une opposition qui veut gérer le pays, mais qui ne prévoit rien. Ils gèrent le quotidien. Et ça, c'est dommage, parce que vous voulez venir aux affaires et vous ne savez pas prévoir. Et je crois qu'ils sont disqualifiés. L'opposition, dans sa grande majorité, est disqualifiée. Parce que ça, c'était à prévoir, et ils devaient déjà dans leur cabinet déjà avoir des plans B, C, D, E, F. Et apparemment, ils n'ont pas prévu cela. Maintenant, le glissement. Nous sommes dans un terrain politique. Et d'ailleurs, j'y pensais hier, on parle beaucoup de glissement. Vous savez, quand un terrain glisse, c'est la catastrophe. Nous sommes dans un terrain politique. Et c'est le terrain politique, c'est l'espace politique qui va glisser. Et je crois que tous ceux qui ont bâti leur maison dans l'espace politique majorité présidentielle vont glisser avec le terrain. Et je crois que c'est ça qui va arriver. Parce que les gens pensent que le glissement, il va neiger, ça va geler, on va tous faire du ski. Bien, Kabila va commander des conteneurs de bananes et jeter des pots de bananes devant les maisons de tout le monde, les gens vont glisser. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'espace politique qui va glisser comme un terrain qui subit un glissement, un éboulement, et ça sera la catastrophe. Et c'est vrai que nous allons vers une catastrophe, parce que s'il n'y a pas élection, la population est chaude, et ça risque d'être pire que ce que nous avons connu au mois de janvier de cette année. Mais nous sommes déjà dans le glissement. C'est vrai, nous sommes dans le glissement. Et nous allons... Oui, je vous rejoins, mais je dis, et c'est malheureux, parce que là, c'est un constat, et c'est malheureux qu'on se rende compte que ce que nous avions dit, ce que les autres ont dit, nous sommes en train de le vivre. Et je voulais qu'on regarde ici le problème du Congo, c'est d'abord nous-mêmes, c'est aussi cette classe politique. C'est incompréhensible, je ne cesse de lire partout, au lieu que l'opposition politique et toutes les forces qui veulent voir une alternance politique en 2016 se mettent ensemble, même si à certains moments les uns ne sont pas d'accord avec les idées des autres, mais que l'intérêt suprême soit l'intérêt de se dire, mes chers amis, nous ne sommes pas encore en élection, mais nous devons mettre ensemble une machine qui va bloquer toutes les tentatives voilà. Nous sommes dans un cadre, comme tu le dis si bien, nous sommes dans un espace politique, et celui qui contrôle la glissade, parce qu'il y a des glissades contrôlées aussi, hein, il y a des dérapages contrôlés. Ça s'apprend. Moi, j'ai fait ces cours en Belgique pour ne pas patiner sur la glace. Il y a des gens qui paniquent, mais je m'amuse quand il y a la neige sur le sol, parce que, bon, on m'a appris le contre-braquage, utiliser moins les freins et tout ça. Celui qui est au contrôle de la manette peut trouver un terrain dans lequel il est à l'aise. Et lorsque vous créez vous-même ces conditions de glissade, il y a moyen, parce que vous détenez quoi? L'armée et les autres appendices. Je dis bien, vous pouvez contrôler peut-être à 90%, les autres 10%, vous ne savez pas, c'est de l'imprévisible. C'est dangereux, mes chers amis. C'est dangereux parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et si vous lisez l'histoire, en fait, de la RDC, 60 à 65, il y a eu également cette période. Oui, tout se répète, mes chers amis. Et ce que je pense, c'est que tout se répète. Je ne cesse de le dire à ceux qui ont plus d'envergure que nous du point de vue parti politique ou association communautaire, de dire, écoutez les amis, lisez l'histoire. Lisez l'histoire. C'est ça, lisez l'histoire. Si vous comprenez ce qui s'est passé dans l'histoire, ici, tout est possible. Et ne nous basons pas sur ce qui se passe chez Kourouzizé. Le Congo n'est pas le Burundi. Parce que moi, je crains une chose, mes chers amis, je ne le souhaite pas. Avec tous ces morts qu'on voit au Burundi, un massacre peut arriver. Un faux massacre peut être créé. Demain, on peut nous dire on a tué 10 Hutus ou 10 Tutsis quelque part, et Kagame, rapidement, mettre un sniper, il va en mettre un. Et il va mettre une situation d'exception au Burundi, hein, qui va peut-être faire réfléchir ce qui va se passer chez nous. Donc je crois qu'ici, nous devons ensemble essayer d'amener le peuple à la réflexion. Nos amis regardent et se disent, et c'est ça le danger, tout le monde vient à Washington, ou tout le monde va à Paris, tout le monde va à New York, mais tous ces pays-là qui ont émergé, lisons également leurs histoires.
Généralement, que fait la communauté internationale? Quand vous avez un problème, on nous a envoyé à Sun City, il y a eu je ne sais combien de délégués, ils ont dit aux gens, partagez le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé à Sun City, mes chers amis? Il y a eu 1+4, mais tous les autres ont été membres d'un parlement de transition. Donc, tous ceux qui ont été participants à ce dialogue ont eu un poste. Et ce qui est en train d'être fait ici va nous amener dans une situation de fait qui va faire que, bon, écoutez les amis, exceptionnellement parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, et on part vers une redistribution. Donc tous ceux qui nous tiennent un langage en disant on ne veut pas aller à un dialogue parce qu'il y aura une distribution des postes, écoutez les amis, ne nous prenez pas pour des enfants, nous ne sommes plus des enfants, c'est ce qui va y arriver si vous amenez la communauté internationale, parce qu'elle, elle cherche, elle a investi, elle a comptabilisé nos mines d'or, nos mines le pétrole qu'il y a chez nous, le coltan et tout ça, et personne ne veut voir le pays en feu. Du moins ceux qui ont investi. C'est ça. Voilà. Et ceux-là, d'une manière ou d'une autre, vont devoir nous amener à un peu plus de lucidité. Maintenant. Et c'est logique. Voilà, nous sommes à la fin du mois. Ils voient leurs intérêts. Exact. Si nous suivons les déclarations de Kobler, arrêtez-moi, c'est mes dernières 30 secondes, de Kobler, qui est de retour de la réunion du Conseil de sécurité lorsqu'il a rendu visite à je crois, Moïse Katumbi, il a fait une déclaration pour dire, il revient de New York, il cherche les moyens financiers pour les élections législatives et présidentielles. Ça, c'était une indication. L'ambassadeur anglais est encore revenu pour dire « Vous devez avoir un calendrier consensuel ». On nous ramène vers le fait que les deux élections importantes qui intéressent, c'est celle de 2016, les présidentielles et législatives. Je crois. Les Américains ont dit qu'ils veulent un passage en paix et tout ça. Bon, eux aussi, le problème, c'est que, comme tu le dis souvent... Et c'est dommage, au fait, ce que je voulais dire à Abraham, c'est je voulais insister sur le fait que l'opposition congolaise, comme tu as dit, moi, c'est de la trahison. Ils auraient dû se mettre ensemble, oublier un peu les conflits internes et tout ça, se mettre ensemble et mettre le pouvoir dos au mur, pour que le pouvoir puisse faire ce qu'ils sont censés faire. Mais ces petites querelles, ces divisions internes, en fait, qui servent le pouvoir. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et je crois qu'il va falloir que nous puissions pousser cette opposition à se remettre ensemble et à s'unir. Je ne sais pas quels moyens on peut utiliser, mais je crois que le Code 243 et d'autres amis de la presse, on pourra en parler. Nous devons arrêter de caresser ces gens dans le sens du poil et les demander de se remettre ensemble pour le bien-être du pays. Je souscris, j'allais vite terminer parce que Mike avait quelque chose à dire. Je voulais juste simplement dire ceci, et là je vous rejoins mes chers amis. J'ai l'impression que l'opposition est dans une confusion entre deux étapes. La première étape, c'est on se met ensemble pour bloquer la machine du glissement du troisième mandat. Et puis après, il y a une autre étape qui sont les élections. J'ai l'impression ici qu'on fait le mélange des deux. On se croit déjà en période électorale, et on fait du positionnement par rapport à ça. Les amis, qu'on se mette ensemble d'abord. Quand je dis on, c'est la presse de la diaspora elle-même, la société civile, l'opposition, bref, toutes les forces acquises pour un changement, qu'on se mette ensemble pour bloquer la machine. Dès l'instant où nous avons l'assurance qu'il y aura des élections et que Joseph Kabila n'est pas candidat, après cela, que chacun prenne la couleur qu'il a envie, qu'il se range derrière la personne qui voudra se ranger et qu'on avance. Si on n'est pas pragmatique, c'est vrai que ça c'est un monde, je rêve, mais j'espère de rêver debout. Michael Henry, déjà, oui, Michael, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Non, en fait, vous avez dit ce que j'allais dire, c'est ça, la bataille pour les élections en 2016, ce n'est pas encore acquis. Parce qu'on regarde ce qui se passe, on voit que tout est fait expressement pour les bloquer. Et la bataille des opposants, c'est d'abord cette bataille-là, de faire à ce qu'il y ait des élections. Après, peut-être, ils pourront se battre pour qui est les premiers. Non, moi, j'ai fait l'opposition 30 ans. Non, moi, 25 ans, j'étais là avant toi. Alors, comme si on se discute des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Alors que ce qui compte pour l'instant, c'est ces combats. Il faut que Joseph Kabila
soient contraints, qui disent, voilà, je vais partir, je respecte la Constitution et je vais quitter dans les délais. C'est ce qui n'est pas encore fait. Et comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, lorsque vous entendez les gens de la majorité parler, on a comme l'impression que ce sont des gens qui préparent soit un référendum ou arriver à une nouvelle constitution par un moyen de consensus via le dialogue. Et on peut déjà, et c'est là où il part, c'est qu'ils vous dit non, le peuple est souverain, non, le peuple ceci, alors que on voit ce que le peuple fait aux personnes qui vont avec des messages de glissement. Vous savez vous-même ce qui s'est passé au Bas-Congo et au Congo central et consorts. Donc, tout le monde parle au peuple sans pour autant écouter le peuple. On parle au nom du peuple, moi je représente le peuple, mais que veut ce peuple? Il faut écouter les peuples et faire. Sinon, ces politiciens courent le risque d'être frappés et tous par ce même peuple. Mais à ce sujet, tu as juste fait un petit brossage. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moana Semi? Dites-moi, c'est caillassage, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il y a plusieurs versions, on a eu des images, on a eu du son. Qu'est-ce qu'on en sait? À Moana, selon le témoin sur place, lorsqu'il a commencé ces propos qu'ils ont jugés indigestes, parlant de transition et consorts, il y a eu vraiment de la réaction, cela a causé certains de la foule de réagir. Et on a jeté des pierres sur lui. Et heureusement, nous saluons la vigilance de la police nationale qui a joué un bon rôle en le protégeant et il s'en est sorti vivant. Mais on peut comprendre quelque part que la population ne veut pas de ce glissement, de cette transition. La population veut qu'on lui donne l'occasion de sanctionner ces gens qui ont mal géré les pays au lieu de les garder encore longtemps. Et voilà ce qui s'est passé parce que nous savons que le Monasem, c'est une campagne bien financée et très médiatisée. Vous verrez Télé 50, RTNC, tous ces gens sont derrière lui pour relayer les messages qu'il dit. Et nous espérons qu'ils vont tirer les leçons de ce qui s'est passé et comprendre que il faut abandonner une fois pour toutes ces projets de glissement, ces projets qui visent à retarder les élections, et plutôt se préparer pour des élections libres, crédibles et surtout apaisées. C'est ce que nous voulons. En fait, moi je pense même que Moana Semi a eu beaucoup de chance. Parce que quand une population te caillasse, tu sais, on a vu, quand il va comme ça en campagne à l'intérieur du pays, c'est pas 10, 20 personnes qui sont autour de lui. C'est 1 millier, 2, 3 000. Alors quand tu as 3 000 personnes qui te caillassent, je ne crois pas que les policiers peuvent te sortir de là. Donc je crois qu'il y a eu c'était un petit caillassage, une vingtaine, une trentaine de personnes qui lui ont lancé 1 ou 2 pierres, et c'est comme ça qu'il a pu s'en sortir. Et c'est dommage parce que là, ça montre que la population du Bas-Congo c'est un échantillon, c'est une partie de la population du Congo, en fait. Ça montre que, la population n'a pas encore été vraiment très bien éveillée. Parce que, logiquement, ce monsieur aurait dû être caillassé depuis longtemps. Il a passé plusieurs villes, il n'a pas été caillassé, c'est seulement à Mwanda. Et moi, je suis sûr et certain que si on montre les images, c'est une vingtaine de personnes. Parce que quand la foule te caillasse, tu t'en sors pas. Mais Freddy, tu t'en sors pas. Freddy, je voudrais juste rajouter, ça ne s'est pas passé qu'à Mwanda. On nous dit que sur son chemin de retour à Matadi, hier ou avant-hier, il s'est fait caillasser aussi. Le problème, c'est quoi, je crois? Combien de personnes? Frangin, l'essentiel, c'est qu'il y ait une expression. Il a fallu un Armand Tungoulou un jour pour qu'il y ait un message et qu'il y ait un réveil. C'est l'acte, lorsqu'on connaît l'attitude de nos frères du Bas-Congo, qui sont souvent très conciliants, qui sont des personnes très calmes, et n'oublions pas, qui est Moana Semi pour le Bas-Congo? Moana Semi est un gourou, quelqu'un qui a beaucoup d'adeptes avec lui. Alors imaginez que ces adeptes soient présents, par curiosité, tiens, on ne l'a plus vu, il est en train de passer, mais qu'il y ait d'autres personnes qui soient contre le fait qu'il soit là, malgré le déploiement des forces de police, parce que nous n'oublions pas, sur son passage, d'abord il a avec lui des policiers de sa secte, mais également ceux qui lui ont été commis par ceux qui l'ont envoyé en mission.
Ce qu'il aurait manqué, c'est peut-être une voiture blindée comme celle d'Obama. Bon, je rigole. Hein, mais qu'il se retrouve là où il est, en train d'être caillassé, c'est important. Et ça, c'est un message. Et nous devons amplifier cela. Et comme tu l'as dit, c'est un échantillon qui sont 2 ou 3 ou 4. C'est-à-dire quelqu'un a été exaspéré au point de se dire je ne veux pas le voir. La personne qui te jette une pierre, s'il avait peut-être une arme, il te tirerait dessus. C'est comme l'homme qui jette sa chaussure à la face de George Bush dans une réunion. C'est histoire de lui dire hey, on n'a pas envie de te voir. Rideau. Donc je crois que c'est une expression. Hein, imaginons que là c'est né Mwana Simba. Et Mwana Semi. Imaginons maintenant un politique, M. Kinké par exemple, et là je m'étonne par ailleurs que M. Kinké se soit promené librement, alors que nous savions que dans la diaspora, ce fut un bastion, mais que ce monsieur se promène librement, dire ce qu'il allait dire. Là, nous allons y revenir pour dire qu'il y a aussi un problème aujourd'hui. Non, c'est pas que nous cultivons ici la haine, comme l'aurait dit Werason un jour. Non, nous ne sommes pas en train de cultiver la haine, mais nous disons simplement qu'à un certain moment, le peuple doit se prendre en charge et manifester. Mais je crois que c'est un signal fort, parce que je ne vous cache pas, vous l'avez dit, Télé 50, la RTNC sont derrière. Et quand l'information nous est parvenue et que nous l'avions diffusée, et regardez comment les autorités au pouvoir ont essayé d'amoindrir le choc, d'expliquer, de donner des images conquérantes, mais le mal était fait. Je crois que c'est un message sur lequel, et là j'invite nos collègues qui font la même chose, on doit amplifier, faire connaître cela, dire au peuple que c'est de votre droit, non pas de caillasser, mais de manifester, de dire non et autres. Bon, si vous trouvez le caillassage, cela vous droit, moi je ne le ferai pas. Ceux qui le font parce que ils sentent que c'est le moyen de le faire. Bon, j'ai vécu un peu à Matadi, bon, c'est une ville où il y a beaucoup de pierres, donc vous en trouvez beaucoup. On a une feuille, bon, Matadi est une ville pierreuse, hein, c'est tout à fait normal que le gourou qui estime être un être supérieur, bon, peut-être les gens ont cru que c'était un oiseau volant ou une autre un ange qu'il fallait abattre comme David fit devant Goliath. Donc je crois que c'était c'était un message fort. J'espère qu'il aura compris et que prochainement il ne fera plus cela. Mais troisième sujet, je crois quatrième que vous avez choisi, Kouro Zizé, dites-moi, il a prêté serment. Et avant cette émission, je viens de recevoir 2-3 images sur le compte Twitter où on nous montre des jeunes qu'on a retrouvés dans des terrasses, éliminés, tués, tout ça. Est-ce que vous croyez que Kouro Zizé, Michael, Freddy va survivre? Kouro Zizé, qu'est-ce qui va se passer? Dans des tensions, c'est quoi? Abraham, au regard de l'histoire des Burundi, nous l'avons toujours dit, nous le répétons encore. Assassinat politique, assassinat de président de la République, coup d'État, sont des choses qu'on a vu se répéter au cours de l'histoire des Burundi. Et donc, Kouro Zizé, en se présentant contre la volonté populaire, a ouvert cette boîte de Pandore, donc on doit s'attendre à tout. Les assassinations continuent au Burundi, on voit, il ne se passe pas un jour sans qu'une personne, 2, 3, 4 personnes soient tuées. Et il y aura maintenant, on va aller tuer quelqu'un et ça va déclencher tout. Je crois que c'est Freddy ou qui a dit, on va tuer peut-être Dick ou tout, il y aura une réaction et après, les problèmes pourront se régionaliser parce qu'on ne doit pas oublier que la position du Rwanda vis-à-vis de toutes ces choses. Et les rebelles, il y a l'opposition qui se prépare pour une guerre armée, une guerre pour une rébellion. Donc on est loin donc c'est loin, la crise n'est pas finie, ce n'est pas parce qu'il a prêté serment que c'est fini, donc on doit s'attendre à tout. La seule solution, je ne sais même plus voir comment ils peuvent encore, parce qu'on peut-être on peut lui proposer un gouvernement d'union nationale, mais au cas contraire, il faut s'attendre au pire. En fait là, c'est encore un autre exemple d'un Africain qui ne lit pas l'histoire de son pays. C'est dommage, parce que l'histoire du Burundi, comme l'a dit Michael, assassinat de Premier ministre, de président de la République, des personnalités importantes de l'appareil de l'État, il n'y a que ça. Et
Kourouziza, c'est comme si il vient d'une autre planète, il débarque et il oublie tout ça. Et je pense qu'il risque d'être assassiné aussi. Il risque d'être assassiné parce que c'est l'histoire du Burundi. Mais le point le plus important pour le Burundi, c'est toujours cette histoire de problème de Hutu et de Tutsi. On ne peut pas analyser l'histoire du Burundi, même l'affaire actuelle, sans, comment dirais-je, tenir en compte les problèmes ethniques entre les Hutus et les Tutsis. Mais il faut savoir qui sont au pouvoir, les Hutus, les Tutsis, qui veulent venir au pouvoir, qui assassine qui. Mais notre ami, le président actuel, il a prêté serment, il utilise la force et il oublie l'histoire de son pays. J'espère qu'il vivra longtemps. Oui, mais pour compléter, Kourouziza dit que c'est Dieu qui l'a choisi pour être président. Ouais. Il le dit, il veut l'entendre, que c'est la main divine qui veut de lui. Nous le prêtons longue vie et simplement lui demandons officiellement en tant que de 53, si je pourrais dire, qui voit le peuple, qui mette un peu son ego de côté. Il a été président pendant de longues années. Il serait temps. Et là, j'introduis le sujet la Tanzanie, où on a vu la grandeur. C'est un pays juste à côté. On voit la grandeur d'un peuple qui le président qui accepte, soit béni mon frère, qu'il y ait une transition, ils se choisissent un autre candidat pour éviter une recrudescence de la violence. Dites-moi, est-ce que avons-nous un problème, nous les pays francophones, parce que j'ai l'impression que les pays anglophones n'ont plus cette difficulté-là de passation de pouvoir dans la paix. Ghana, Nigeria, Kenya, Zambie, Tanzanie, on voit des passations de pouvoir. Je crois que c'est toi, Freddy, qui me rappelait encore hier, qu'il y avait un vice-président blanc en Zambie qui a dû assurer l'intérim à la mort du président et tout ça. Est-ce que c'est un problème spécifique aux pays africains d'origine francophone ou parlant la langue française? Qu'est-ce qui se passe? Tanzanie, là, il y aura... Un problème de mentalité. Ouais. Le problème de mentalité, Abraham, comme vous le dites, c'est un problème qu'on voit plus dans les pays francophones, comme le Cameroun, le pays où vous avez des personnes qui vont faire plus de 20-30 ans au pouvoir et on trouve ça normal. Il y a une seule personne qui se dit, c'est moi la paix, c'est moi la stabilité, sans moi c'est le chaos. Après moi c'est le début. Donc je dois rester dans la présidence à vie. C'est le même argument, Abraham, que vous avez vu Kinki Moulumba faire. Sans Kabila, il y aura le chaos. Kabila, il n'y a pas de stock des compétences en RDC. Il n'y a que Kabila, c'est lui qui répète. Voilà, on personnalise le pouvoir. Le pouvoir est personnifié. C'est culte de personnalité que nous assistons. Et c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas. Nous sommes en train de retourner en arrière. C'est comme si on réalise, on dit voilà, mais si Kabila est la seule personne qui doit diriger le Congo, à quoi vont avoir des élections? C'est que le peuple n'a plus le choix de se choisir. À quoi vont avoir des élections s'il y a des gens qui pensent que ce doit être lui et seulement lui? Ce n'est pas démocratique. C'est ce manque de culture démocratique qui fait que les gens, dans les pays francophones surtout, aient ce genre de mentalité. Et c'est regrettable parce que ça conduit toujours vers les chaos. Même cause Abraham, même effet. N'oublions pas, les gens ont tendance à ignorer, à oublier l'histoire du pays, Abraham. Et il faut dire, nous, RDC, nous avons eu Mobutu pendant 32 ans. Et si on a décidé aujourd'hui d'avoir une constitution avec des limites de mandat, c'était pour éviter encore Mobutu, un autre Mobutu. Si nous avons décidé d'inclure dans notre constitution l'article 220, c'était pour protéger le pays de la dérive dictatoriale. Et maintenant, les gens voient, c'est là, l'article 220 devient un problème. La constitution qui nous protège, qui protège notre démocratie, aujourd'hui est considérée par certains comme le problème. Il faut faire tout pour faire sauter cette constitution, soit par une transition ou par autre moyen, afin qu'une seule personne nous dirige jusqu'à ce qu'il va mourir. Donc c'est comme, et nous serons là, on va chanter sa gloire, Kabila désir, sous impulsion, comme on dit, et c'est fini, jusqu'à quand il va mourir, et non, quand même, aimons notre pays, c'est que je peux dire, aimons le Congo. En fait, la fois passée, comme nous avons parlé du Congo-Brazzaville, rappelez-vous,
nous avons dit que au Congo-Brazzaville, le véritable président, c'est le patron de Elf France. Et je pense aussi que bon, c'est la manière dont nous avons été colonisés, occupés. Après les indépendances, il faut voir comment les Anglais s'impliquent dans l'organisation et dans la gouvernance des anciennes colonies. Ce n'est pas comme les Français le font dans les colonies françaises, et c'est pas comme la Belgique a eu à le faire chez nous. Mais déjà en Belgique, il y a trop d'ambiguïté. On ne sait jamais ce que la Belgique pense. La Belgique, elle n'est jamais claire. La même chose pour la France. Sassou Nguesso est parti en France. On a l'impression qu'il y a plusieurs signaux. Ils sont pour, ils sont contre. Ce n'est pas clair. Au Rwanda, il crée des problèmes entre les Hutus et les Tutsis, alors que quand les Allemands géraient le Rwanda ou Burundi, il n'y avait pas ce problème-là. Les Belges arrivent, ils créent des problèmes Tutsi ou tout, et il y a des génocides et tout ça. Donc, je crois que la France et la Belgique, la manière dont ils gèrent les anciennes colonies, il y a trop d'ambiguïté. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Ambiguïté, comme vous le dites, je vous rejoins, mes chers amis, parce que ça fait mal. L'Afrique, après plus de 50 ans, on ne décolle toujours pas, et nous sommes la génération née après les années 60 et tout ça, après les indépendances, et ayant une meilleure formation, ayant été confrontés à plusieurs cultures et tout ça, parlant plus d'une langue, polyglotte pour la majeure partie d'entre nous, mais nos pays ne décollent toujours pas. Nos pays ont des problèmes qui sont les mêmes, récurrents, les mêmes personnes qui veulent rester au pouvoir, et c'est malheureux. Pour revenir, mes chers amis, qui est autour de Kabila aujourd'hui? Ce sont tous ceux qui ont fait Mobutu, les 32 ans de Mobutu, qui n'ont que ce schéma-là. Peut-être, je dis bien peut-être que Joseph Kabila voudrait lâcher, mais que ceux qui sont à ses côtés, qui se disent avec tous les privilèges, nous sommes revenus à la mangeoire, parce que c'est important, vous savez, quand vous vous faites chasser après 32 ans de pouvoir, et que 4-5 ans après vous vous retrouvez encore à nouveau au pouvoir, les gars, bravo pour l'effort. Et c'est malheureux. Si vous regardez les noms de ceux qui ont géré sous Mobutu, mais ils sont tous là. Léon Kengo Adondo. Ils sont au Sénat. Non, ils sont au Sénat. À la sécurité, vous retrouvez qui même cause, même effet. Bref, toutes ces barbouzes qui ont fait les plans sont là. Et ce sont ceux qui, encore aujourd'hui, certains dans l'opposition, d'autres avec la majorité au pouvoir, qui sont en train de mener ce pays. Allons-nous dire pauvre Congo? Oui, Abraham, vous soulignez un point très important, c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans la majorité, ils se retrouvent dans l'opposition. C'est la même classe politique. C'est comme s'il y a, on joue, comment on appelle ça, musicotière, on dit en anglais. Il tourne en rond, la chaise musicale, c'est ce qu'on assiste. Vous verrez que dans l'opposition, comme dans la majorité, il y a ces mêmes personnes. Et vous verrez même que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, quand ils étaient dans l'opposition, ils critiquaient, ils faisaient tout. Arrivé au pouvoir, c'est ce retour à l'authenticité, si je ne sais pas si on peut appeler cela en ce sens, parce que ce n'est pas que les mêmes choses. Ils se connaissent tous, hein. La journée, oui. Ils s'opposent, et la nuit, tous les chats sont gris, donc ils sont tous des potes. C'est comme ça, le problème. Et donc... Voilà, rien ne change parce que ce sont les mêmes acteurs qui tournent. Ceux qui avaient détruit le pays avec Mobutu durant ces 32 ans de règne, ce sont ceux qui sont revenus, ils n'ont fait que s'adapter, se faire appeler kabylistes et continuer avec la même politique, celle de détruire, de détourner, de voler, de flatterie, culte de personnalité. Aujourd'hui, ils font avec Joseph Kabila ce qu'ils avaient fait avec Mobutu. Regardez les cultes de personnalité, regardez la RTNC, on dirait la OZRT, vous ne verrez plus la différence. Vous pensez que la OZRT est réunie. C'est pire. La OZRT. On voit même les choses que nous avons décriées, que nous avons rejetées, aujourd'hui, ils sont revenus en force et nous les voyons s'amplifier. Difficile en RDC qu'un ministre parle sans citer le nom de Joseph Kabila.
Si Joseph Kabila m'a envoyé sous l'impulsion du président, le président de la République a dit, mais tu es ministre, tu es responsable de ton département, tu n'as pas besoin de citer tout le temps les présidents, c'est les présidents. Garçons des courses, on dirait. Il y a une personne qui est là, les restes, ce sont des garçons des courses qui agissent en son nom seulement. Mais regardez, on a réduit la République. C'est comme une église, on dit on doit toujours donner la gloire au gourou, au leader, si je peux dire en ce sens. En fait, Michael, en parlant de l'Église, le diable, comme dit la Bible, quand tu chasses le diable, il revient avec 7 autres démons. Et donc, c'est ce qui nous arrive. On les a chassés après 32 ans, ils reviennent 7 fois plus forts, avec plus de démons. Et c'est comme ça que la RTNC, c'est pire que l'OZRT. Tout ce qui se passe au pays, le pays est 100 000 fois plus abîmé qu'à l'époque de Mobutu, donc c'est vraiment le démon qui revient 7 fois plus fort. Alors, Toyemba Kité, on avait dit, Mobutu Akende, Atabachela Fata Niaou, comme président. Bon, on nous a mis un Niaou là à la tête du pays, un chien. Maintenant, tu sais, les paroles, quand même, ont des impacts dans la nature et dans les événements. Donc, nous devons nous reprendre. On ne veut plus de Niaou. On veut un Congolais, un être humain normal qui va gérer le pays. On veut un Congolais. Rumeur partout. Il paraît que les gens se retrouvent en Italie. Félix Tshisekedi, Premier ministre. Hier, c'était Fidel Babala. Demain, c'est peut-être moi ou bien c'est Michael ou Freddy. Dites-moi. Dans nos comportements. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi Oui, vas-y, Michael. Vous savez, quand on se lance dans le discours de dialogue et transition, chacun se regarde qui va trahir le premier, qui sera le premier Donc c'est juste une question de temps, parce que dès que le dialogue va commencer, il y aura certainement des gens qui vont trahir. Qui? Je ne sais pas. Mais les signes sont là, nous devons nous y attendre. Il faut déjà préparer les esprits que parmi nous, parmi l'opposition, il y a de traîtres. Il y a des gens qui font la politique, non pas pour le bien du peuple, mais pour le bien de leur ventre. Et on entend parler de dialogue en Italie, dialogue. Félix Tshisekedi a dit, et il n'a pas nié le fait qu'il y ait un contact entre le pouvoir et l'UDPS en vue de se mettre d'accord sur, des références, la modalité du dialogue, etc. Il y a ces contacts, mais maintenant le problème c'est chacun l'exploite à sa façon. Chacun l'exploite à sa façon, quitte à l'UDPS de communiquer clairement et de communiquer beaucoup. On a comme l'impression que l'UDPS réagit et surtout réagit tardivement. Vous verrez que la plupart des informations sur l'UDPS, donc ça arrive et il faut attendre des semaines, peut-être même des mois pour attendre à avoir une réaction trop tard, alors nous sommes maintenant avec la nouvelle technologie, l'information, vous voyez, ça se répand à la seconde. Donc, l'UDPS doit entrer dans l'âge de la nouvelle technologie, avoir une équipe appropriée qui va se charger de communiquer la position de l'UDPS clairement et nettement. S'il faut se répéter, faites-le encore, parlez, expliquez-vous au risque d'être sali. Parce que l'UDPS, c'est l'UDPS qui en paye le prix. Alors que leur feuille de route est censée être claire. Mais d'où viennent ces rumeurs? Pourquoi ça se répète? C'est là où ça nous dérange aussi. Même rumeurs qui se répètent divers acteurs, ils le répètent, non, pour un premier prématuré pour l'UDPS. Nous espérons que c'est juste une rumeur, que l'UDPS ne va pas trahir le peuple, qu'ils vont continuer et qu'ils ne vont pas salir les combats de Tshisekedi. Nous disons, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On va retenir, qu'est-ce que l'histoire va retenir de Tshisekedi? Tout cela dépend de ce qu'il va faire dans ces dernières années de vie. S'il va continuer avec son combat pour le peuple, on va retenir de lui que c'était une personne qui s'est battue jusqu'à son dernier souffle pour le peuple. Mais s'il va trahir, quel que soit le bienfait qu'il avait fait, on va retenir qu'il a trahi. Vous savez, vous pouvez faire 99 choses correctement, mais les gens vont se souvenir d'une chose que vous avez mal fait. En fait, ces rumeurs-là, c'est lié aux annexes, Abraham. C'est-à-dire que
les uns se disent, il va entrer en contact avec le pouvoir, il va recevoir un package, il va recevoir des sous. Autant lui couper l'air, déjà lui jeter des pots de banane pour que ça ne se passe pas. Alors, on lance des rumeurs pour dévancer les événements. Donc, ils sont là, au moment où nous parlons, chacun est en train de contrôler les autres, pour voir. Est-ce qu'il a été appelé par Kabila? Est-ce qu'on lui a proposé des sous? Est-ce qu'on a proposé un poste? Et moi alors? Allez, je vais faire lancer la rumeur, ainsi de suite. C'est une histoire de pognon, c'est tout. Et on veut salir l'autre pour que, comment dirais-je, le pouvoir ne puisse pas, comment dirais-je, l'approcher, ou pour que l'autre fasse marche arrière et que toi tu ailles vers le pouvoir. C'est une affaire de pognon, les annexes. Les annexes ou pognon. C'est dommage. Matata pognon, pour revenir à lui. Deux avions, 25 millions la pièce, puis les Congolais, tiens, pour une fois, ça j'ai aimé, se mettent à fouiller, cherchent les prix des avions. Tiens, on se rend compte qu'il y a des compagnies, il y a des pays qui ont acheté les mêmes avions de la même année, 5-6 millions de dollars, au lieu des 25 millions. Et on parle, à propos de pognon, là c'est parce que nos élus sont en congé parlementaire, mais s'il y avait une session, chacun aurait voulu prendre son morceau, parce que la rentrée scolaire, c'est pour bientôt, ou les rentrées académiques, voilà, qu'il faudrait assurer. Qu'est-ce que vous savez sur cette histoire d'avion d'Alitalia? Est-ce que ne pourrions-nous pas lancer officiellement peut-être une enquête pour savoir? Parce que je crois que les données doivent exister, pour qu'on sache cet avion finalement, ou ces avions, combien ils ont coûté. S'ils ont été payés cash comme on le dit, ou bien ils sont en leasing. Je crois que ces informations-là doivent être qu'on nous présente la facture. Ça a été payé par quelle banque? Le transfert s'est fait de la banque, ça doit être fait de la banque centrale vers une banque quelconque d'Alitalia. Je crois qu'il est important, là j'en appelle à tous les limiers, à tous les chercheurs, que nous puissions trouver cette information, parce que c'est quand même anormal que l'on lit ce que l'on lit, qu'on nous dit c'est vrai, on a acquis 2 appareils, c'est bien, félicitations, mais je trouve que c'est une honte qu'on aille donner à Patrice Emery Lumumba cette icône, le nom d'un avion de seconde main, alors qu'on aurait pu l'honorer avec un avion neuf. J'ai vu les prix, le même Airbus coûte 9,78 millions de dollars. Un appareil neuf, que vous pouvez prendre en leasing ou autre chose avec des options. Ouais. 900 millions. Non, 78. 900 millions. Non. 78, pas 900 millions. 78 millions. C'est pas 900 millions. A320? Oui, 78. Je vous enverrai des publications. Parce que moi, j'ai fait une petite recherche d'Arda sur les sites internet où on vend les avions d'occasion. Oui. Le A320 qui date, parce qu'on dit qu'ils prétendent que l'avion a 7 ans. Donc, j'ai regardé un peu les avions les A320 qui ont 7 ans, ne sont pas à moins de 15 millions de dollars. Non. Ça, c'est une recherche que j'ai fait très vite. Oui. Ça dépend où tu vas. Je parle de l'avion. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent le prix. Merci. Par exemple, il y a aussi plusieurs facteurs qui doivent tenir compte. J'ai vu la moyenne, ça tourne autour de 15 millions de dollars. Ceux qui ont 7 ans, la moyenne, ça tourne autour de là. Maintenant, au Congo, ils disent qu'ils l'auraient acheté à 7 millions de dollars. Donc vraiment, on descend très bas. C'est possible. Mais vous non, au Congo, c'est 25 millions. Les prix, la pièce. Non, les parlementaires disent que l'avion aurait été acheté en réalité à 7 millions de dollars. Et sachant comment Matata Pognon travaille, ce sont des gourmands. Ce ne sont même pas des gourmands, ce sont des gouffres d'argent. C'est-à-dire que eux, quand ils surfacturent, c'est jamais x2, jamais x3, c'est x10, x20. Et je sais que si on avance le chiffre de 25 millions de dollars, je suis sûr que cet avion a coûté, en tout cas, pas plus que le tiers des 25 millions de dollars. Parce que eux, c'est toujours comme ça. Alors, c'est vraiment honteux, comme a dit Abraham, pour un pays comme le nôtre, le Congo, vous allez acheter 2 avions d'occasion avec les emblèmes d'Alitalia partout,
Le gouvernement se déplace pour applaudir cet avion et on dit que c'est sous l'impulsion du chef de l'État qui, dans son salon, devait être en train de se moquer des Congolais en disant voilà, des grands monsieur en train de l'idolâtrer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouve pas l'argent pour les élections, on trouve 25 millions pour un avion. Ce n'est pas normal. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Au total, c'est 50 millions de dollars, donc 25 millions la pièce. Voilà. Il appartient à Matata Pogno de jouer franc jeu au nom de la transparence, de publier tous ces documents dont vous avez énuméré le prix de l'avion, le détail sur l'avion, là où les comptes, là où l'argent a été versé, et ça pourra attirer des rumeurs, par exemple, parce qu'on dit c'est lui qui n'a rien à cacher, n'a rien à craindre. Exact. Et puis un gouvernement est obligé de publier. Un gouvernement doit publier. Et malheureusement, en RDC, c'est très rare. Comme Freddy l'a dit, presque tous les projets en RDC sont surfacturés. Une route qui devait coûter, par exemple, 5 millions de dollars, on le fait à 25 millions de dollars. C'est-à-dire, on dépense 5 millions pour la route, le 15 millions qui reste, on empoche. Il y en a qui c'est devenu une façon de s'enrichir. Pour certains, donc le projet on a construit, on dit, vous avez vu avec les boulevards de 30 juin, jusqu'à élargir ces boulevards, on parle de plus de 80 millions de dollars. Vous avez cet hôpital du cinquantenaire, 100 millions de dollars. Hôpital déjà construit qu'il fallait rénover, ajouter quelques fenêtres ça et là. 100 millions 100 millions de dollars. Vous avez la ferme de Bukangalonzo, 80 millions de dollars dépensés. 80 millions de dollars, imaginez tout cet argent, c'est 100, 80, 100, donc des gros montants, on ne parle pas de, ce sont des gros montants. Et qui ont dépensé 100 Audi, 100 quoi, il faut je crois que le député d'opposition devrait agir, il faut poser des questions sur ceci, donc pour qu'on ait qu'on voit un peu les choses au clair. D'où vient cet argent d'abord? Parce que ce sont des dépenses qui ne sont pas budgétisées. On gère un désordre de budget, on donne tel montant pour telle chose, mais il y a des dépenses qui se font hors budget. Ça vient d'où cet argent? Dans le cadre de la transparence, nous devons savoir toutes ces choses. C'est la modernité, mon frère, c'est la modernité. Comme tu parles de modernité, donc chacun veut moderniser d'abord chez lui dans sa maison et puis voir la modernité vers la fin. Chers amis, nous sommes arrivés. D'abord. Nous sommes arrivés pour, c'est bientôt la fin de notre émission. Y a-t-il un sujet, y a-t-il un élément? Quelqu'un veut-il conclure ou donner un petit message avant qu'on se quitte? Freddy, y a-t-il un sujet qu'on a oublié? Il paraîtrait, j'aurais appris que la police congolaise aurait acheté du matériel du matériel pour réprimer les manifestations. Est-ce que c'est vrai? Et rumeur jusqu'à ce stade, mais c'est possible. Parce qu'ils avaient fait la même chose. Vous savez, il était déjà dit que le 6 décembre 2011, tout à minuit, c'est fini. Et ils avaient anticipé cela, ils avaient acheté beaucoup de matériel à cet effet. On a vu donc il prépare tout. Comme Kourouziz, il a passé son temps dans le calme. Il n'avait pas dit publiquement qu'il allait être candidat. Il a laissé jusqu'à la dernière minute. C'est à la dernière minute, quelques mois avant les élections, en avril, je crois, qu'on l'a choisi candidat mais en même temps, il s'est préparé. Il avait une milice, il a une milice personnelle. Et en RDC, si cette information qui fait état des achats, nous devons prendre ça au sérieux, étant donné la direction que les choses prennent. On va vraiment vers la confrontation, la façon dont je vois les choses, parce que le dialogue, si on va au dialogue, il faut y aller avec des bonnes intentions, non pas pour aller au dialogue comme pour soutenir Kabila pour un autre troisième mandat. Là, c'est la confrontation. Donc il se prépare. Nous devons aussi nous préparer, mais il se prépare, ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, moi je crois que, chers amis, nous avons épinglé les sujets de la semaine. Nous invitons nos frères et sœurs qui vont suivre cette émission à nous aider à nous améliorer. Si vous avez des informations, soyez ceux qui vont les relayer et faites, s'il vous plaît, soyez sûrs que l'information que vous nous transmettez est la bonne.
parce que des fois nous recevons des spams, des informations que nous devons nous-mêmes recouper avant de pouvoir les livrer à nos chers auditeurs. Nous croyons qu'à Code 243, nous évitons de méconduire le peuple ou encore de lancer des rumeurs. Vous comprenez la délicatesse avec laquelle, d'ailleurs, Freddy, j'ai aimé ce que tu as dit, il paraît, c'est vrai. Hein, je crois que si les services de sécurité congolais ont acheté du matériel pour réprimer ou contrôler les populations, il va rentrer par un des ports du pays ou bien par une des ports d'entrée. C'est pas Kasumbalé, ça, si ça vient de l'Afrique du Sud. Si ça vient de l'Europe, c'est par Matadi ou Boma ou Mwanda. Donc, qu'on le veuille ou non, ils vont pas l'envoyer à Haru. C'est le matériel qui viendra dans la ville de Kinshasa. Généralement, il y a du bruit. Voilà, encore une fois, chers amis téléspectateurs de Code 240 ans, nous vous remercions. Je remercie Michael pour sa disponibilité, Freddy Molanga, tous ceux qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre. Un bon week-end chez vous, on se voit la semaine prochaine. Comme on le dit, c'est sur Code 243 et nulle part ailleurs. Au revoir. Nulle part ailleurs.